Salut à toutes et à tous, et oui, vous le savez maintenant, chaque semaine, c'est votre rendez-vous avec le débrief de l'actu tech hebdomadaire. C'est 01 Hebdo. Merci d'être là sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau carrefour de la techno. Que s'est-il passé cette semaine? On va parler évidemment des annonces Apple. C'était le gros morceau. Un smartphone, un iPhone violet, des iMac de toutes les couleurs, des objets connectés, une nouvelle Web TV, une véritable avalanche d'annonces qu'on débriefera avec Nicolas Lelouch. Et puis on ira dans l'espace, Jérôme. Alors Thomas Pesquet n'a pas encore décollé, mais on s'intéressera déjà à toutes les technologies qu'il va embarquer à bord de l'ISS. Notre séquence Tech Care, les innovations qui sont bonnes pour la planète, François. Regardez ce premier colis connecté qui évite d'utiliser trop d'emballages classiques. Et voilà, qui est recyclable. Et puis, on retrouvera en toute fin de ces 01 Hebdo la story de Jordan avec le hashtag Je veux savoir. Vous pouvez poser toutes vos questions techno à Nicolas Lelouch. Et les deux ensemble, c'est pas mal. Restez avec nous. Bienvenue dans 01 Hebdo. Hebdo, vous le savez, chaque semaine, le jeudi soir, la première diffusion, après avec une multi-rediff à la fois sur la chaîne 01 TV, et puis vous pouvez nous retrouver en replay quand vous le voulez. Sur YouTube, bien sûr, sur 01net.com, et puis je vous rappelle aussi, et ça c'est tout nouveau, un confort supplémentaire que nous vous proposons depuis quelques temps, c'est les podcasts, puisque vous pouvez maintenant retrouver tous les podcasts de 01 TV, Jérôme, partout, ils sont partout. Exactement, sur toutes les plateformes de podcasts, vous avez accès aux versions audio de nos émissions, donc effectivement, vous pouvez... C'est très confortable, vous mettez ça en écoutant, en faisant du sport, en faisant vos courses, en faisant le ménage, et vous pouvez ainsi rester au courant de toutes les news tech. Voilà, c'est totalement gratuit, bien évidemment, et c'est disponible sur tous les agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour après recevoir automatiquement ces podcasts, et puis en parler autour de vous pour faire le buzz. Bon, Jérôme, on attaque tout de suite avec l'actu. On va attaquer, c'est parti. L'actu, évidemment, dans un instant, on va en parler, ce sont les annonces Apple. C'est pour ça que vous apercevez de dos Nicolas Lelouch qui vient de s'installer. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Nico, tu peux t'installer tranquillement. J'enlève le masque. Voilà, tu enlèves le masque, tu te mets à l'aise. Nous, pendant ce temps-là, on va revenir sur quelques autres titres d'actu de cette semaine. Une actu assez chargée pour cette semaine donc de fin avril, Jérôme. Et on va commencer par ce fameux rapport ANSES qu'on attendait depuis des mois. Ça y est, on en sait plus sur la nocivité ou non de cette fameuse 5G. La 5G, la polémique de la fin de l'année 2020 et qui donc effectivement se termine plutôt bien, on va dire, puisqu'on attendait ce verdict de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui devait nous dire si oui ou non la 5G pouvait présenter des risques pour la santé. Eh bien écoutez, en fait sans grande surprise, parce qu'il y avait déjà eu un pré-rapport, etc. Mais la réponse est carrément non, même s'il y a des petites subtilités, puisqu'on sait la 5G, en fait, c'est plusieurs 5G. Oui, voilà. Alors, pour l'instant, vous le savez, la 5G en France, elle est développée sur des gammes de fréquences s'étalant de 700 MHz jusqu'à 3 Giga 5. Et c'est là où le rapport de l'ANSES est intéressant, c'est que l'ANSES dit que à ce stade, il n'y a aucun danger avéré concernant cette 5G qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la 4G qu'on a depuis des années. C'est les mêmes fréquences à peu près. Enfin, il n'y a pas de 4G en 3,5 GHz, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de soucis sanitaires concernant cette 5G. Voilà, on a effectivement les mêmes problématiques qu'avec la 3G et la 4G, c'est-à-dire que si vous dormez près d'une antenne, collé à une antenne sur le toit de votre immeuble, c'est pas très bon. Non, c'est pas bon. Ça, on peut se douter que ça peut présenter des risques. En revanche, dans le cadre d'une utilisation normale, avec évidemment les puissances d'émission qui sont sous le contrôle de l'Agence nationale des fréquences, qui sont contrôlées en permanence, tant qu'on reste dans le cadre des seuils d'émission maximum, eh bien, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous savez que le problème principal, en fait, c'est pas trop les émetteurs, mais c'est surtout d'avoir le téléphone collé sur son oreille. Exactement, bien sûr. Surtout si vous êtes loin d'un émetteur et surtout si votre téléphone est en train de booster, en fait, et d'émettre au maximum, justement pour joindre l'émetteur parce qu'il est loin. Là, c'est vrai qu'il
en fait, si on pouvait avoir un ennui sanitaire, ça serait dans ce cas-là. Exactement. Ce qui est un cas aujourd'hui de plus en plus improbable, puisque vous le savez, il y a une couverture de plus en plus puissante en fait, de la 4G, de la 5G en France. Ouais, c'est une utilisation intensive, imprudente du téléphone. C'est pour ça qu'on vous préconise toujours d'avoir des petites oreillettes. Des petites oreillettes, exactement. Surtout si vous êtes très bavard, si vous téléphonez pendant des heures. Bon, cela dit, vous savez que la 5G, il y a aussi la 5G du futur. Dans 2-3 ans, eh bien, il va y avoir une brique supplémentaire qui va être déployée. Mais alors, ce sera la vraie 5G d'ailleurs. Ce sera une nouvelle 5G parce qu'elle ne sera installée que dans certains endroits, par exemple des stades, etc. Là où il y aura une concentration, c'est pour faire face à une espèce de concentration des connexions. Et ce sont les fameuses ondes millimétriques, les ondes 26 GHz. Et là, effectivement, comme ce n'est pas du tout installé, il n'y en a quasiment pas dans le monde, ou en tout cas là où il y en a, on n'a pas beaucoup de retours, pas beaucoup d'études. Effectivement, là, l'ANSES est un peu plus prudente et dit, écoutez, oui, là, on va voir, on va faire des études, on va mesurer, on va surveiller, etc. C'est logique au fond. Voilà, mais c'est pas parce qu'on se pose la question que c'est dangereux. Non, parce qu'en plus... Voilà, c'est ça. On se pose la question, mais il se peut que dans quelques années ou dans quelques mois, on se rende compte que finalement, cette 5G, donc avec de super vitesses et de super débits à 26 GHz, ne soit pas dangereuse tout simplement pour la santé. En plus, il y a une petite bonne nouvelle, c'est qu'à cette fréquence-là, les ondes pénètrent très peu dans la peau. Oui. Donc, c'est pas elles qui vont aller effectivement attaquer nos organes en profondeur. Exactement, et puis la couverture sera très très courte, en 26 GHz, voilà, c'est quelques dizaines de mètres, je crois. Enfin, exactement, ce sera très localisé. Bon voilà, donc le rapport ANSES sur la 5G, ce qui devrait quand même, on peut le penser, débloquer un peu certaines choses, certaines situations qui sont encore un peu tendues à certains endroits. Notamment dans certaines municipalités qui, justement, freinaient concernant le développement de la 5G. On pense notamment à Lille, on pense à d'autres grandes villes françaises qui attendaient ce rapport. Là, voilà, plus aucune excuse, on peut appuyer sur le bouton 5G. L'actu cette semaine, c'est du côté des réseaux sociaux également que ça se passe. Alors vous avez bien entendu parler de ce fameux réseau Clubhouse qui permet de faire des espèces de conversations audio à plusieurs. Gros succès en ce moment, même si Clubhouse est réservé aux possesseurs d'iPhone, même s'il faut une invitation, donc ça énerve beaucoup de gens. Mais apparemment, il y en a qui se disent que c'est l'avenir parce que tout le monde veut faire du Clubhouse. Même nous, Jérôme, on va faire un Clubhouse. Même nous, on va faire du Clubhouse. Alors si vous regardez cette émission ce jeudi 22 avril, vous savez que le lendemain, donc à 19h, petit aparté parce qu'on parle de Clubhouse, on vous proposera un nouveau numéro de Chez Jérôme et François, notre podcast audio qu'on réalise avec Jérôme, et ça sera une première. On va le faire sur Clubhouse, Jérôme. Voilà, on vous l'avait promis, on vous l'avait dit le mois dernier. On va voir ce que ça donne, on ne sait pas trop, peut-être que ça va exploser. On va tenir notre promesse. Donc si vous pouvez vous connecter sur Clubhouse vendredi 23, vendredi 23 à 19h, on pourra, vous pourrez suivre en direct ce programme et en même temps, évidemment, intervenir, poser vos questions, faire vos remarques, etc. Et ça bien cool. Sûr, évidemment, après, ça, ce sera diffusé en podcast normal. Donc, c'est-à-dire qu'on va enregistrer cette conversation sur Clubhouse et puis on la diffusera comme un podcast habituel de Chez Jérôme et François, bien sûr. Bon, pourquoi on parle de Clubhouse ? On ferme la parenthèse, nous, sur Clubhouse, pour parler des Clubhouse-like. Alors, Facebook, Spotify, Twitter, ils veulent tous avoir leur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des audio rooms. Leur réseau social vocal. Leur réseau social vocal. Et c'est Facebook qui avait déjà laissé entendre que ça l'intéressait et qui vient annoncer qu'allait être déployé très prochainement un truc qui s'appelle Live Audio Rooms, à la fois sur Facebook et sur Messenger. Et ce sera la même chose, on pourra avoir des conversations vocales. Et ce sera le cas également de Spotify. Et oui. Spotify qui est très actif, qui innove beaucoup et qui a racheté récemment une société qui s'appelle Betty Labs et qui va également ouvrir ses rooms audio. Donc on sent qu'il y a de la compétition. Oui, il y a de la compétition. Et est-ce que Clubhouse restera un petit peu le leader dans ce domaine ? Rien n'est moins sûr, puisqu'on peut imaginer que Facebook, avec sa force de frappe, ou Twitter et sa puissance, risque quand même de faire du mal à Clubhouse. On verra comment tout ça va se goupiller dans les semaines et les mois qui viennent. Jérôme, l'audio, c'est évidemment le chat comme ça audio, mais c'est aussi les podcasts. C'est aussi les podcasts, et ça aussi, ça intéresse toutes les plateformes aujourd'hui. Alors Spotify, qui s'est mis au podcast il y a déjà un certain temps, mais Facebook, ça fait partie des annonces de cette semaine, explique que désormais, on va pouvoir également recevoir, écouter des podcasts en restant dans l'environnement Facebook. Donc ils vont intégrer les podcasts. Voilà, et puis après... encore la compétition. Exactement, et puis il y a aussi un autre volet très intéressant des podcasts, c'est le modèle économique
qui essaient de trouver maintenant ces plateformes de diffusion, et notamment Apple, Jérôme, qui réfléchit à créer une espèce de rémunération pour les créateurs de podcasts. Alors c'est plus que réfléchi parce que ça va être lancé très très bientôt, là, début mai. Effectivement, les créateurs de podcasts vont pouvoir monétiser leurs podcasts. Alors, ils pourront évidemment continuer à produire des podcasts gratuits, et c'est bien pour nous qui les écoutons, hein. Il y aura des podcasts gratuits, mais il y aura également des podcasts payants ou des podcasts moitié gratuits, moitié payants. C'est-à-dire qu'il y aura aussi on va dire des podcasts qui seront gratuits, et on pourra mettre de l'argent simplement parce qu'on en a envie, parce qu'on veut récompenser aussi le créateur de ce contenu, je crois. Hein. Ouais, ou bien tu auras la version avec publicité, et puis si tu veux la version sans publicité, eh bien tu payeras. Et puis également, il pourrait y avoir, eh bien, pour le même, podcasteur, une version gratuite et puis des bonus payants derrière, etc. Donc c'est assez riche. Et vraiment, ils étoffent le truc. C'est un peu pour rattraper le retard qu'ils ont pris dans ce domaine, puisque les podcasteurs qui voulaient se faire rémunérer, eh bien, s'étaient rabattus depuis plusieurs années sur des plateformes comme Patreon, etc. Est-ce qu'on sait si Apple va prendre 30% de commission ? Oui, absolument. Ils vont prendre 30% de commission. Ben voilà, ouais. c'est ça. Tout à fait. Bien sûr, hein, logique. 30% pendant un an ou deux, je crois, puis ensuite ça tombera à 15 ou 20%. Mais bon, pas folle la guêpe quand même. Pas folle la guêpe. Oui, mais le service est joli. Hein. D'abord, tu bénéficies de la visibilité Apple, et puis voilà, l'ergonomie de tout ce qu'ils ont présenté. Oui, mais est-ce que Apple avait forcément besoin de prendre 30% sur des petits montants finalement ? Parce que là, on peut imaginer que tu sais aux États-Unis, les podcasts, ça devient une industrie. Il y a des studios de podcasts qui deviennent aussi puissants que des chaînes, des stations de radio. Donc, c'est vraiment un secteur en plein essor. Oui, mais quand tu sais que, par exemple, Apple a décidé de baisser sa commission pour là, je parle des applis qui font moins d'1 million de dollars, etc. On aurait peut-être pu imaginer qu'ils prennent un petit peu ce modèle avec, voilà, si on n'en fait pas un vrai business, que Apple ne prenne que 15%. En plus, il faudra payer un abonnement pour bénéficier de ce service. Youpi. Enfin, le podcasteur. Hein. Finalement, voilà. Je pense que c'est le podcasteur qui va donner de l'argent. Ouais, c'est ça. Il faut payer $20 pour l'année, et ensuite, eh bien, on récolte 70% des revenus qu'on arrive à générer. Bon, on verra ça de près. Ça arrive en France très vite aussi, en même temps que. Ouais, ça va arriver en France. Normalement, ça va arriver en France aussi rapidement. C'est quasiment opérationnel, ouais. Autre actu, cette fois-ci après Apple, c'est Microsoft, le géant Microsoft, qui après certaines rumeurs qui étaient persistantes. On en avait parlé d'ailleurs ici même. Il jette l'éponge concernant le rachat de Discord. Voilà, Discord, encore une autre plateforme qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et pour cause, parce qu'elle propose plein de services intéressants. Notamment, elle est très orientée, on le sait historiquement, sur le jeu vidéo, et avec un système de chat, avec un système d'audio également. Eh bien, Discord aurait pu passer sous le giron de Microsoft, mais ça ne se fera pas visiblement, même si rien d'officiel. Hein, mais ce sont des sources, des fuites venant de Bloomberg, donc a priori plutôt sérieuses. Discord aurait refusé l'offre de 12 milliards de dollars de Microsoft. Impressionnant, mais apparemment c'est parce qu'ils préfèrent aller en bourse. Ils préfèrent voler de leurs propres ailes. Écoutez, pourquoi rester indépendant finalement. Oui, enfin cela dit, Microsoft arrive quand même à faire de jolis coups. Hein. On se souvient de LinkedIn, bien sûr, et puis récemment Nuance Communication, l'assistant vocal, enfin tout le logiciel de reconnaissance vocale avec toute l'intelligence artificielle qu'ils ont réussi à racheter 20 milliards. Voilà pour les petites news de la semaine. Maintenant, on passe aux grosses news. Oui, avec notre invité, et voilà. notre consultant spécialiste. Nicolas. Superlatif. Expert. Formidable. Salut Nico, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est Amazing man. Merci à vous. On est bien reçus ici, ça donne envie de venir plus souvent. Eh bien, tu sais que tu es le bienvenu. Et oui, donc, on va maintenant se focaliser sur toutes les annonces Apple, Jérôme, qui sont très nombreuses. Hein. Waouh, c'était impressionnant cette keynote quand même. Hein. C'est inattendu. C'est vrai que d'habitude, la keynote de mars, elle n'est pas tous les ans. Elle est une fois tous les 2 ans quand ils ont envie de dire des choses. Généralement, c'est que le service, que l'iPad. Là, on a eu plein de choses. C'était assez surprenant, mais tant mieux au final, puisque au moins il va y avoir pas mal de nouveaux produits à tester dans les prochains jours. Après, et en plus, Apple a réussi à garder le secret concernant certaines choses. Je trouve. C'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, mais habituellement, tout fuite en avance. Là, par exemple, sur l'iMac, dont on va parler dans quelques secondes, on ne l'avait pas vu en avance. Il y avait eu des rumeurs. Il y avait eu des rumeurs, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On ne savait pas si ça allait vraiment se concrétiser comme ça. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont réussi à garder le mystère sur le design final de l'iMac, de l'iPad Pro, de quelques produits. Donc, c'est assez bluffant dans ce sens. Après, voilà, les AirTags aussi, on se doutait que ça allait sortir, mais on n'avait pas vu vraiment... Le produit. On n'avait pas vu de vraies photos, mais on avait des rendus quand même qui étaient 99,9% identiques à ça. Ça, pour le coup, ça s'était bien raconté. Bon, on commence par les iMac.
Commençons par les iMac. Incroyable c'est le quand même design. la plus grosse surprise. Ah ouais. C'est l'iMac, déjà un truc à prendre en compte. Il y a eu beaucoup d'évolutions de design durant la première décennie des années 2000, et puis après Apple s'est complètement arrêté. On a quasiment eu un seul design pendant plus de 10 ans. Il y a eu juste un changement, il a été affiné. Ils ont retiré le lecteur DVD en 2012, je crois. Mais après, c'était le même design à base d'aluminium qui, au final, a quand même bien vieilli. Là, on est de retour avec un nouvel iMac qui, est super fin. Vous l'avez vu, je crois que c'est 11 mm. C'est Oui, à peine plus épais qu'un iPad, en fait. C'est à peine plus épais qu'un iPad et c'est plus fin qu'un MacBook Pro ou qu'un MacBook Air. Donc ça reste quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à réaliser. On a le retour des couleurs, c'est les couleurs historiques de l'iMac, c'est assez sympa. Apple prend aussi un pari assez étonnant qui est celui d'avoir un cadre blanc autour de l'écran, ce qui ne se fait pas vraiment dans l'industrie informatique. Généralement, c'est les écrans entourés de noir. Donc c'est assez bizarre. Certains trouvent ça horrible, d'autres trouvent ça assez amusant. Je me situe un peu entre les deux, j'attends de les voir en vrai à titre perso. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce design. Le cadre blanc? Oui, le cadre blanc, le côté très coloré, très flashy. Ah si, le côté coloré, moi je trouve ça. Oui, mais c'est vrai que le cadre blanc, je te rejoins, Nico, je trouve ça bizarre et pas forcément de très bon goût. Mais après, là, on a des rendus vidéo, il faut voir en vrai. Souvent, avec les produits Apple, on peut avoir une autre perception quand on voit le produit. En plus que je pense que la finesse, on a du mal à la réaliser. Et là, comme ça a l'air presque gros par rapport à ce qui est dit en termes de millimètres. Donc j'attends de le voir en vrai aussi. Bon, bref, c'est le retour de l'iMac. C'est aussi le passage à l'architecture Apple Silicon avec la puce Apple M1. C'est ce qui permet de l'affiner. C'est ce qui permet de faire ce design-là, en fait. Tout le système de refroidissement qu'on va avoir dans un ordinateur fixe traditionnel. Là, il est absolument miniaturisé parce que ça chauffe quasiment pas, une architecture ARM. Donc on a cet iMac-là qui est vraiment joli, assez bluffant, à voir ce que ça donne. Des accessoires de couleur, l'arrivée de Touch ID, donc le capteur d'empreinte digitale sur le clavier, le retour du port Ethernet, cette fois-ci sur le chargeur, sur l'alimentation en fait, qui est au sol, du coup ce qui va vous permettre de ne pas avoir à le rentrer à l'arrière de l'écran, ça ne serait pas rentré de toute façon, mais du coup ce qui permet quand même de conserver de l'Ethernet sur l'ordinateur. Avec un port gigabit. Il n'y a pas la place. D'ailleurs, pour vous dire à quel point il n'y a pas la place, regardez l'emplacement de la prise jack, elle est plus derrière mais sur le côté, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer par derrière. Elle serait passée à travers l'écran. La prise jack est trop épaisse. Donc franchement, au niveau, ça valait le coup d'attendre 10 ans. On peut se demander pourquoi ils conservent d'aussi grosses bordures, pourquoi ils jouent sur du blanc. Aussi, une précision importante, c'est que le petit modèle, c'est le successeur du 21,5 pouces, il fait 24 pouces. Le grand modèle n'a pas encore de successeur. Il va sûrement falloir attendre plus tard pour avoir peut-être un modèle avec des bords noirs cette fois-ci, plus grand, destiné aux professionnels. Ce sera le même style en 27, espérons-le. Oui, on peut quand même imaginer que ce soit plus sobre. Ça serait sur du 30-32 pouces d'après les rumeurs, mais on peut imaginer peut-être un cadre noir, un truc un peu plus professionnel, avec plus de connectique et une plus de puissance plus peut-être aussi. Oui, bien sûr, il devrait y avoir le successeur de l'Apple M1 qu'on attend dans les MacBook Pro. Alors cela dit, on a l'impression que c'est un produit d'entrée de gamme. Quand on regarde le prix, ça nous calme tout de suite. C'est 1449 € au minimum pour le produit d'entrée de gamme qui, attention, c'est là où Apple est quand même très fort dans la radinerie, si je peux me permettre. À 1449 €, vous n'avez que deux ports. On dit dans le pricing. Vous n'avez que deux ports, vous n'avez pas de capteur d'empreinte sur le clavier et vous n'avez pas d'Ethernet sur le chargeur. Par contre, si vous dépensez 1679, je crois, là, vous avez le droit à 4 ports, vous avez le droit au capteur d'empreinte sur le clavier et au port Ethernet. Et on a droit aussi à 2 nouvelles couleurs, en fait, si on paye plus. Oui, je crois que c'est limité à 4 couleurs sur le modèle d'entrée de gamme et tous les autres en fait sont étendus aux modèles les plus chers. Par exemple, donc, le modèle jaune ou orange, il faut mettre plus d'argent. Vous ne l'avez pas en entrée de gamme en fait. Exactement. C'est du Apple tout craché. Mais bien sûr. On les reconnaît ici, c'est là où ils ont fait leur force. Mais l'iMac est de retour et c'est une sorte d'iPad géant maintenant et on a assez hâte de voir ça. Un mot sur pas tactile. Sur un ordinateur de bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon. En termes de puissance, on est équivalent à ce qui se faisait avant avec Intel ou on est dans d'autres. C'est mieux. Et il y a quelques mois, on aurait dit oui, on se méfie de la promesse pour avoir. On a tous testé les MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini. C'est en effet beaucoup mieux que ce que faisait Intel à tarif équivalent. Donc on peut imaginer, Apple dit des gains, je crois, de 85% sur la partie CPU. Donc il y a vraiment de grosses promesses. Mais où on devrait avoir une bête de course qui va très vite, qui ne chauffe pas, qui fait énormément de choses. Enfin, pour la maison, c'est parfait. La puce M1 devrait être au rendez-vous. Et plus personne n'en doute maintenant, on sait qu'elle va assurer. Très bien. Donc ça, c'est pour l'iMac. Ça sort là, précommande bientôt, ça arrive en mai. Précommande le 30, dispo la seconde quinzaine de mai. D'accord, ça va arriver très vite. Ça arrive assez vite. Visiblement, Apple n'est pas victime de cette pénurie de composants. Après, on ne sait pas s'il y aura peut-être des ruptures de stock. Mais en tout cas, le calendrier est quand même assez court. Ça a l'air d'être tenu, oui.
iPad ? iPad aussi, bon là c'était attendu. Là, on va c'était pas attendu se pour le mentir. coup. Là, Oui, là, c'est moins fun, hein, ça. c'est moins fun, pour le coup c'est des vraies machines de guerre, hein, les Ouais. iPad Pro. Il y a renouvellement à peu près identique au niveau du design, du 11 et du 12,9 pouces. Quelques changements par contre intéressants, surtout sur le grand modèle qui dispose d'un écran mini LED, donc c'est une nouvelle technologie qu'on voit dans les téléviseurs ultra haut de gamme qui permet en fait de mélanger le LCD et l'OLED. Très vulgairement, bien sûr, on reste sur une Dell LCD, mais avec plein de petits points rétroéclairés à l'arrière qui permettent en fait d'avoir une luminosité monstrueuse et d'avoir un taux de contraste quasiment équivalent à celui de l'OLED. Là aussi, on a hâte de voir ce que ça va donner. Le Pro Display XDR d'Apple, il avait déjà une technologie similaire et il avait vraiment été L'écran. apprécié par l'écran haut de gamme, bureau. 5 000 €. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. On a la même puce dans l'iPad que dans les Mac. Ça aussi, c'est une première. Ça prouve qu'Apple quand même est en train de faire passer une étape justement aux iPads qui sont en train de se rapprocher des ordinateurs. La 5G pour le modèle cellulaire, un port Thunderbolt à la place de l'USB. Donc des transferts beaucoup plus rapides et beaucoup plus de périphériques compatibles, des écrans externes. Donc on a hâte de voir. Il y a eu quelques fuites là, avec Bloomberg il y a quelques heures qui nous apprend que iOS 15 va revoir l'écran d'accueil de l'iPad et devrait annoncer beaucoup de choses pour la tablette. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi il va y avoir autant de puissance sur Bien cette sûr, tablette. avec à terme cette fusion sans doute de macOS et de Ah, j'en suis non, pas, vous suis croyez pas si sûr. Je pense Non. pas que ce soit la direction que prend Apple. Bon, Mais c'est un oui, bon sujet de débat. Tiens, C'est un beau sujet de débat, parlons-en hein. demain soir dans chez Jérôme et François. Allez, tiens, pourquoi Hein, pas. voilà. Nico, tu seras là ? Tu viendras nous Allez, voir ou je pas vais Viens nous passer voir. si vous voulez. avec Allez, plaisir. vendredi 19h, ça va être cool. Et Ok, puis je pense allons-y. que tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre seront ravis de t'entendre Ok, bah, sur je Clubhouse. passerai quelques minutes. Vous avez vu, on l'a bloqué. Ça y est, boum, il a bousillé son vendredi soir. Ça y est, vendredi soir, c'est Nico. fait, ouais. Bah, En cela plus, dit, ça pour dure les 3 moments, heures, hein. tu peux Non, pas c'est aller pas au resto, tu peux pas aller sur les terrasses, Ouais, donc ça t'es devrait mieux aller, devant au Clubhouse final. avec nous. Ça devrait aller. Un mot quand même sur les AirTags, on en a parlé brièvement. Ouais. Ce petit tracker donc qu'on attendait depuis des années, ça y est, il sort enfin. Oui, et Voilà. quand on dit des années, on n'exagère pas. La première fuite, la première rumeur sur l'AirTag avec le nom qui avait fuité, les caractéristiques, c'était il y a 2 ans. Ouais, Donc c'est ça fait incroyable. longtemps que l'AirTag a fuité. C'est étonnant, Il ça. lui a pas eu du temps pour arriver. Je vais vous faire un petit pari sur le AirTag. Ouais. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on parlera du AirTag comme on parle d'AirPods. C'est-à-dire qu'on dira, ah, t'as un AirTag dans Ouais. ton sac. Je as raison. vois la marque s'imposer. Je vois des constructeurs dire, oui, on vous vend notre ordinateur avec un AirTag intégré. J'imagine vraiment cette marque s'imposer. Certains diront, oui, mais en même temps, Apple n'invente rien. C'est qu'une réplique de ce que font Tile, de ce que font Samsung. En soi, oui, sur le papier, sauf qu'en réalité, là où Apple Ça va est beaucoup plus loin. fort, c'est qu'ils utilisent un réseau mâché à base du milliard d'iPhone en circulation dans le monde, ce qui fait que même si vous égarez votre sac ou on vous vole quelque chose, il y aura forcément quelqu'un avec un iPhone qui va passer à côté et qui va vous dire où est le AirTag. C'est ça qui est fort, c'est ça qui change par rapport à tous les autres trackers qu'on connaît depuis des années, c'est qu'il n'y a pas que le Bluetooth. En fait, on bénéficie d'un partage de connexion Exactement. monstrueux avec tous les iPhones qui passeront à côté de ce produit. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est très fort. Il y a aussi du NFC, c'est-à-dire que si vous passez un téléphone Android dessus, ça va vous donner les coordonnées de son propriétaire. Il peut sonner si vous cherchez rapidement vos clés chez vous, coincées entre les coussins du canapé. Et aussi sur les iPhone 11 et iPhone 12, grâce à la puce ultra wideband dont on ne savait pas à quoi elle allait servir, vous pouvez savoir exactement où est le AirTag à quelques centimètres près. C'est-à-dire que ça va vous dire c'est à droite, c'est à gauche, c'est à 7 cm, à 6 cm, à 5 cm. Et ça, les trackers traditionnels ne le font pas. Et c'est là où Apple est en train de se démarquer avec cet écosystème tout connecté, avec des technologies à la fois propriétaires et à la fois universelles. Ils arrivent à avoir un produit qui va être très Exactement. difficile à concurrencer. Avec une autonomie d'1 an, hein, visiblement. Autonomie d'1 C'est an, ce que pile Apple changeable. promet. Hein. Produit très intéressant à mon avis, c'est la plus grosse annonce du point de vue Je technologique pense de que cette Oui, ça, c'est sûr, ça a c'est son sûr. potentiel. Absolument. Ouais, il y a plein de trucs à en dire. Là encore, il faut qu'on en reparle demain soir en détail de tout ça. Ouais. On parlera aussi des AirTags demain dans Ah dans ouais, Clubhouse ouais, parce que là, Ah, moi, il y a plein de j'ai choses. Chez Jérôme et bah, François. nickel. Le prix juste, parce que c'est pas si cher pour un produit Apple, c'est 35 € l'un, 119 € les 4. Ouais. Sans les accessoires, c'est-à-dire qu'un AirTag ne peut pas s'accrocher à des clés, c'est juste un petit rond. Pour l'accessoire porte-clés, ça coûte 30 balles de plus. Bon, bref, c'est du Apple tout Non, parce qu'il y a plein de questions qui se posent sur l'usage, etc. Et je pense que ce serait intéressant qu'on Ouais, puisse très y intéressant, répondre, bien de sûr, manière bien sûr, bien concrète. sûr. Donc rendez-vous, je vous rappelle, hein, on enregistre cette émission le jeudi. Si vous la voyez à Levant, vendredi 19h, eh bien voilà, vendredi 19, ça sera notre Clubhouse pour enregistrer notre nouveau numéro de chez Jérôme et François. Voilà. Et Donc, encore une fois, si vous ne pouvez pas être parmi nous, Pas de souci. rassurez-vous, il y aura le replay. il y aura le replay en podcast comme d'habitude. Voilà. Merci Nico. Merci à Merci vous. beaucoup, Nicolas. Et à à demain demain. sur Clubhouse. Avec beaucoup de plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec notre série d'invités maintenant. Jérôme, on part dans l'espace. Allez, on y va. Exactement, dans un instant Tech Care et juste avant l'espace. Et oui, car l'actu techno, mais
qui vient au-dessus de toutes les autres cette semaine. Bien sûr. C'est évidemment le décollage, en principe, de Thomas Pesquet qui s'envole vers l'ISS. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cette information, car en plus il y a plein de ramifications liées à la tech pure et dure. Bien sûr, et nous qui célébrons la tech en fait tous les jours sur 01 TV, c'est vraiment un sujet qui nous fait rêver, qui doit vous faire rêver sans doute. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, Thomas Pesquet est encore sur notre bonne vieille planète Terre, mais si tout va bien, il devrait décoller dans les heures qui viennent, et peut-être qu'au moment où vous regardez cette émission, ça y est, il est à bord de l'ISS. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de ça, on va se focaliser, Jérôme, en fait, sur les nouvelles technologies que va embarquer Thomas Pesquet et dont il va pouvoir utiliser, en fait, sur l'ISS. On va en parler avec Philippe Dronot, qui est avec nous normalement, en visio, c'est bien ça. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bienvenue sur 01 TV, Philippe. Vous êtes directeur et médiateur à la Cité de l'Espace. Vous êtes à Toulouse, donc, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on aimerait savoir un petit peu tout ce qui va se passer au niveau tech numérique dans cette ISS entre les mains de Thomas Pesquet. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler un petit peu en quelques mots l'objet de la mission, finalement ? On est dans une mission spatiale qui, certes, est mise en valeur parce que c'est Thomas Pesquet, donc un astronaute européen qui est français, et donc il nous parle plus, en quelque sorte, et en français. Mais c'est une suite continuelle d'astronautes européens qui ont participé à la Station spatiale internationale et participé donc au vol, aux missions. Et il va être suivi par Matthias Maurer, l'allemand, par Samantha, qui va continuer, Samantha Cristoforetti, italienne, qui va partir en début d'année prochaine. Donc c'est une continuité dans lequel les astronautes passent moitié de leur temps utile sur les expériences scientifiques et les développements scientifiques ou techniques, et puis la moitié de leur temps sur l'entretien de la station et des éléments de vie à bord. Donc, oui, allez-y Philippe. Non, je disais, donc c'est plutôt une continuité, même si évidemment régulièrement les centaines d'expériences à bord sont quelquefois arrêtées, mais la plupart continuent et les scientifiques continuent à les utiliser. Et puis la France, notamment cette fois, l'Agence spatiale et la France rajoutent dans une mission une dizaine d'expériences. Là, en l'occurrence, il y en a une dizaine, dont quelques-unes dont on parlera peut-être, et qui vont ajouter des éléments. Et puis, il y a une orientation qui est toujours scientifique, technique, on pourra en parler, mais il y a une vocation de plus en plus à la station à préparer, disons, l'exploration spatiale qui va aller vers la Lune dans les années qui viennent. Et oui, bien sûr, puisque c'est le gros challenge, hein, la Lune. Et puis après Mars, mais ça, Mars, ça sera dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus éloignées. Ouais, il paraît avec Mars, un challenge technique et scientifique énorme, et qui, d'ailleurs, mobilise beaucoup de Français, puisque la NASA fait confiance aux Français pour la partie robotique sur Mars et sciences sur Mars. Donc on est extrêmement présent aussi sur Mars, mais pas avec les hommes. Alors Philippe Dronot, Thomas Pesquet va emporter des choses qu'on connaît bien nous ici à 01 TV. Il part avec un casque de réalité virtuelle Oculus, il part avec un bandeau de contrôle pour mesurer son sommeil, etc. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? C'est pour se distraire ou c'est ou vraiment ça va être utile? Oui et non, en fait. Non, dans le sens où effectivement ça va faire partie d'une expérimentation, donc de protocoles qui ne sont pas amusants en soi, mais qui ont un côté sympathique. Enfin, le sommeil peut être perturbé dans l'espace, on le connaît assez mal, et c'est souvent un peu pénible, toutes les expériences qui ont été faites autour de ça. C'est pour ça qu'a été proposé par les Français, un élément bandeau qui devrait être moins gênant pour dormir, et tout en observant les cycles du sommeil et voir dans quel enfin, c'est pour faire la différence entre ce que l'astronaute peut ressentir de son sommeil, de qualité de son sommeil, et la réalité des cycles du sommeil. Voilà, on veut faire un peu la part des choses, et avec quelque chose de confortable pour que justement ce ne soit pas une expérience scientifique pénible. Oui, c'est le bandeau Dream, hein, d'une start-up française qu'on connaît bien et qu'on peut aussi utiliser sur Terre d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir et un Français et puis un Européen, c'est qu'on fait appel à des entreprises françaises qui soit proposent quelquefois des choses, il y a des appels à projets, et puis quelquefois on va chercher les gens spécifiquement parce qu'ils ont une technologie terrestre en quelque sorte, entre guillemets, mais qui peut s'adapter à des problématiques liées à l'espace. Et pour la partie, on parlait de la partie ludique du casque de réalité virtuelle,
effectivement, ça doit être assez amusant de faire son footing en fait dans la station, puisqu'il faut faire 2 heures de sport. Donc, imaginez en 1h30 où on est en train de marcher, courir, soit faire du vélo, soit courir sur le tapis roulant, c'est le temps qu'on met à faire le tour de la planète. Donc, c'est un footing en quelque sorte qui fait le tour des 40 000 km de la planète. Donc, ça reste quand même assez ennuyeux. Puisqu'il n'y a pas forcément le hublot et pas forcément justement en face le hublot. Donc l'Oculus et la réalité virtuelle vont permettre de voir dans quelle mesure, pour des vols longue durée ou même dans la station spatiale, on peut finalement marcher ou rouler à vélo dans un lieu, dans un environnement qui est complètement reconstitué. Et ça, c'est plutôt la technologie, disons, de l'audiovisuel numérique, etc., digital, qui monte dans l'espace et pour lequel sans doute on fera des progrès d'ailleurs qui redescendront peut-être sur Terre. Alors, parce que rappelons que donc chaussé de son casque Oculus Quest, qui est un excellent casque, on ne le dira jamais assez ici, et avec l'appli Fit Immersion, Thomas Pesquet donc fera, je crois que c'est du vélo d'appartement parce que qui est évidemment fixé parce que autrement il flotte, c'est pas facile, et donc il pourra comme ça se replonger dans des parcours, on va dire virtuels. Il aura l'impression d'être à Paris, en Provence aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Il a des parcours qui sont d'ailleurs liés plutôt au vélo, qui permettent de conserver la même dynamique, etc. Alors, il faut faire très attention parce que ces immersions, par exemple, si on prend une rue parisienne, vous êtes dans la rue et vous faites comme si vous faisiez votre footing ou votre vélo dans Paris. Donc, vous avez une vision qui, effectivement, si vous bougez la tête, si vous bougez, vous avez une vision qui va vous permettre d'observer l'ensemble de votre environnement virtuel. Et qui va correspondre à l'effort que vous faites pour avancer, etc. Là où il y a un défi important, c'est qu'il n'y a pas de pesanteur dans la station. Ça veut dire que le référentiel de mouvement, de vos mouvements, ont dû être retrouvés pour qu'il n'y ait pas de différence du tout entre ce que vous faites comme mouvement et ce que vous avez virtuellement comme image. Sinon, vous avez un décalage entre l'image et le mouvement que vous faites. Et dans ces cas-là, ça donne immédiatement mal à la tête ou ça fait vomir. En tout cas, c'est très désagréable. Donc, le casque, non seulement doit être évidemment précis, mais il doit être extrêmement précis dans la capacité pour lui de savoir quel est le mouvement de la tête de celui qui l'utilise. Et ça, c'est très difficile parce que vous n'avez pas le repère gravité, le repère pesanteur qu'on a sur Terre. Et donc, il faut inventer un système qui permette d'être technologiquement capable de repérer parfaitement le mouvement sans la pesanteur. Génial. Et c'est sur ça qu'ils ont travaillé d'ailleurs, c'est pour l'adapter à l'espace. D'accord. Philippe, juste un mot en aparté de tout cela. L'espace devient vraiment, on va dire, une thématique star à la fois dans les chaînes d'information, sur tous les médias français. Oui, redevient. Et alors, nous, on est ravis. On n'a jamais lâché l'espace, mais on voit qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un thème grand public. Vous qui êtes directeur et médiateur de la Cité de l'Espace, ça doit être du petit lait pour vous, non? Ça, vous vous réjouissez de ce gros focus? Parce qu'en fait, l'actu, en plus... est très très riche. Il y a évidemment Thomas Pesquet, mais il y a aussi la mission Persévérance avec Ingenuity, etc. C'est plutôt bien tout ça, non? Alors, ce qui est vraiment très bien, oui, je m'en réjouis. Je ne suis pas étonné parce que j'ai consacré ma vie à essayer de le partager aux autres et de montrer quels étaient les enjeux qu'il y avait autour de l'espace. Et pas simplement l'exploration spatiale, l'intérêt. Évidemment que l'astronomie et la recherche en astronomie, par exemple, vous questionnent sur l'ensemble de qui on est, où on va, etc. Il y a aussi l'exploration spatiale qui est une forme d'aventure humaine, scientifique, technique extraordinaire et qui plaît beaucoup et c'est la preuve avec Thomas Pesquet, mais c'est vrai aussi pour les robots qui sont posés sur la comète. Vous vous souvenez de Philae qui s'est posé sur la comète, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui est passionnant, je dirais. Mais il y a des aspects qui sont passionnants tout autant pour notre société en termes d'enjeux sociétaux et géostratégiques. C'est l'importance de l'espace, tout simplement parce qu'on a un recul par rapport à la Terre qui est géostratégiquement essentiel. Et on voit bien pour tout ce qui concerne le climat, notre système Terre, il est en ce moment ausculté par les satellites et d'une manière qui a été vraiment, alors là, extraordinaire. Et si on en parle beaucoup plus, c'est peut-être aussi parce que ce besoin de mieux connaître la planète, d'utiliser l'espace en quelque sorte directement dans nos vies quotidiennes, c'est moins intéressant, c'est même moins fun, c'est même voire angoissant.
mais d'une certaine manière, ça rejoint en fait la capacité de tout ce qui est digital, numérique, les systèmes d'information géographique. Tout ça, on l'intègre. On a intégré Google Earth. On est complètement intégré là-dedans. C'est un mélange finalement dont la qualité n'est pas parfaite telle qu'on le pensait il y a 40 ans. Mais par contre, elle est démocratique, elle est utilisée par tout le monde. Et ça, la localisation évidemment aussi. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui font que l'espace est présent au quotidien, comme dans quelquefois des moments clés où on dit on a volé pour la première fois sur Mars, Thomas Pesquet est dans l'espace, il va vous raconter son voyage, etc. L'espace est absolument essentiel à nos sociétés et l'avenir ne pourra pas se faire sans avoir investi suffisamment dans l'espace. Merci beaucoup Philippe Dronot, directeur et médiateur de la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci d'avoir été avec nous dans 01 Hebdo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et ça suscitera sans doute, en plus, vu cet impact médiatique, des vocations auprès des plus jeunes. Allez, on enchaîne. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous de Tech Care avec Orange. Et oui, les technos qui sont bonnes pour la planète, François, et qui évitent de trop gaspiller, et notamment de gaspiller, puisqu'on commande de plus en plus souvent sur Internet, de gaspiller des emballages. Comment limiter l'impact de ces emballages. Et oui, tous ces cartons avec ces colis qu'on reçoit. Et je vous raconte même pas les cartons surdimensionnés pour recevoir 2 piles boutons. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai reçu un carton comme ça pour 2 petites piles boutons. Ça a une durée de vie très, très courte. Tout de suite, on jette le carton. Et on se dit qu'on dépense plein de choses pour rien et on pollue pour rien. Eh bien, on va vous faire découvrir maintenant un concept qui est là pour limiter l'impact de tous ces envois et de tous ces emballages, Jérôme. Bonjour Emmanuel Lemort. Bonjour. Vous représentez la société Living Packets, qu'on avait déjà reçu il y a quelques années sur 01 Hebdo, sur 01 TV, dans Village Startup. Il y a 2 ans. Voilà, pour la toute première version. Absolument. Voici la nouvelle version. Expliquez-nous comment fonctionne ce colis connecté, recyclable ou réutilisable, c'est réutilisable et intelligent. Donc l'idée derrière The Box, c'est qu'on reçoit beaucoup de cartons, évidemment, que, comme vous avez dit, ils ont une vie très limitée. Et avec The Box, on va pouvoir permettre aux sociétés et un jour aux particuliers de réutiliser The Box des centaines, des milliers de fois pour leurs envois et de façon intelligente et traçable et sécurisée. Donc, c'est comme un colis, un paquet consigné sécurisé, en fait. Voilà, oui. Un emballage consigné ou pas? Non, pas consigné. Alors attendez, juste pour qu'on comprenne bien. Admettons, use case. Je commande un joli cadeau à Jérôme, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Un appareil photo. Un appareil photo, oui. Le dernier cri. Alors je ne sais pas s'il est encore accro à la saura photo. s'en servir. On va dire plutôt un micro de podcast, il adore ça. Il en collectionne, il en a une 12aine à la maison, donc je lui achète un nouveau micro pour faire des podcasts. Qu'est-ce qu'il va recevoir en fait? Il va recevoir un colis un peu particulier qui ressemblera à celui-ci. Absolument. D'abord, quand vous allez sur le site, vous allez à un moment ou à un autre mettre l'objet en question que vous voulez acheter dans le panier. Vous allez finaliser la vente et à ce moment-là, le site va comprendre que, évidemment, l'emballage et le micro peuvent rentrer dans la box. Bien sûr, il y a un problème de taille, évidemment. Oui. Et de poids maximum de 5 kg. Donc après, vous allez choisir The Box parce que vous voulez faire un geste pour la planète, parce que c'est un choix éco-responsable. Et vous allez recevoir The Box en mode rempli, en mode, on va dire... mode déplié. Déplié. En mode boîte, quoi. Comme vous pouvez voir. Allez-y, dépliez-la pour qu'on voit, c'est pas grave, c'est chouette. C'est génial. J'adore ces trucs qui se démontent, qui se remontent comme ça. Et donc la boîte est là. Et vous allez recevoir avec une étiquette, en sachant que l'écran, c'était un écran liseuse, donc... Vous pouvez le tourner vers nous, voilà, on voit bien l'étiquette. C'est un écran haute résolution qui est capable de représenter n'importe quel Chronopost, FedEx, DHL. Alors attendez, tournez-le encore un petit peu pour qu'on le voit parce que la caméra n'est pas la bonne. Voilà, là on le voit, on voit bien l'écran. Oui. Alors ça, c'est pas du papier, hein. Non, c'est comme une liseuse électronique. Haute résolution et n'importe quelle image ou étiquette peut être représentée dessus. Alors The Box, c'est pas justement une boîte qui peut être réutilisée parce que c'est une matière très très costaud. Je veux pas le taper trop sur le plateau. Jérôme peut s'asseoir dessus, par exemple? Absolument. Moi, je me suis assis dessus, je me suis même tenu debout dessus. Testé, et donc, la boîte a, entre autres, en dessous des pieds
pour peser le contenant. Elle a un emplacement pour des scellés. Ah, donc elle a des pieds, c'est-à-dire qu'elle s'auto-pèse. Oui, exactement. Elle est capable de peser le contenant. On invente des mots aujourd'hui. Elle s'auto-pèse. Elle s'auto-pèse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a une poignée pour rendre le transport plus facile. Un peu comme Elle une valise. a un verrou mécano-électronique. Ça veut dire qu'avec votre téléphone portable, vous utilisez l'application de Living Packets. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça prend toujours, ça marche jamais en général. Ça marche, mais bon. Vous êtes d'accord. Donc avec l'appli, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez, tracer le trajet et deuxièmement... Moins ouvrir la box. Oui, parce que vous êtes autorisé. Oui, la déverrouiller à l'arrivée. Voilà, exactement. Et il y a aussi un verrou... Si je n'ai pas le code, je ne peux pas prendre mon cadeau. C'est crypté, donc vous ne pouvez pas. Et donc, il y a aussi un verrou TSA pour passer les frontières, même si pour l'instant, on se focalise sur la France et l'Allemagne au début. Après, ce sera le monde, évidemment. Il y a une prise USB-C pour recharger, qui sera utilisable par les consommateurs et par les partenaires. Et donc, il y a quoi? Il y a une balise à l'intérieur? C'est de la 4G? C'est que ça marche comment? Il y a de la 4G, il y a du Wi-Fi, il y a du GPS, il y a des capteurs température, choc, température, choc. C'est plus un colis, c'est une usine à gaz. Enfin, c'est pas négatif. Peut-être un jour, on verra The Box transporter quelque chose vers la Lune. Ah oui, pourquoi pas. On a parlé d'espace tout à l'heure. Aujourd'hui, ça transporte. Vous auriez dû en prêter une à Thomas Pesquet. Ah bah oui. Enfin, cela dit, c'est peut-être un peu gros. Peut-être. Et donc, il y a aussi le NFC. Il y a donc des capteurs de température, d'humidité, de choc, d'ouverture, de fermeture. D'accord, alors, Jérôme, il reçoit ce colis, il reçoit aussi notification avec son iPhone, enfin son smartphone, puisque ça marche sur tous les smartphones. Il va déverrouiller à distance donc le colis. Pas à distance. Pas à distance. À distance. Oui. Il reçoit le colis, il appuie sur le bouton, ça va s'ouvrir. Et ça permet de déverrouiller, et après il va ouvrir physiquement la partie... Et s'il n'a pas de smartphone? Non, mais admettons, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est basé sur l'idée qu'il y a besoin d'un smartphone. Pour l'instant. Tu as des questions bizarres. Qui n'a pas de smartphone? Non, mais je ne sais pas, moi. Dans le futur, il y aura des évolutions, ce sera possible. Mais alors, attendez, parce que une fois que j'ai reçu mon paquet, qu'est-ce que je fais de ce colis? Ça, il ne le met pas à la poubelle? Non. Non, ça serait donc, il va dommage. tout simplement l'ouvrir, le replier. Je le remets à plat. C'est qui est facile à faire, même d'une main, on y arrive, on va dire. Et il le referme. Assez simple. Ouais. Il le referme et il va pouvoir ou le réutiliser pour lui-même pour envoyer des documents à un avocat, pour envoyer un livre à un ami ou potentiellement un cadeau, évidemment. Et sinon, il va peut-être, l'application va peut-être lui dire une petite annonce de back market pour revendre un vieux iPhone qu'il a parce qu'il veut le nouveau iPhone ou équivalent. Et donc, la boîte sortira de chez lui pour aller vers back market et back market en échange vous donnera de l'argent, bien sûr. C'est un peu comme leur principe. Ah oui, il y a un accord avec back market. Il va y avoir pour l'instant. Mais est-ce que le livreur qui m'apporte ce colis-là peut le reprendre instantanément? Potentiellement oui, ça dépend un peu de ce que vous avez acheté. Parce que c'est quand même l'idéal. Absolument. Mais imaginez que vous achetez 12 bouteilles de gel hydroalcoolique, bah oui, vous regardez qu'il y a du liquide dans les bouteilles, voilà, et vous redonnez ça au livreur. Mais si par exemple, parfois les livreurs sont très pressés. Oui, mais même. Mais si comment s'appelle et potentiellement, ils peuvent le récupérer le jour d'après. Mais si potentiellement vous achetez un ordinateur, vous voulez peut-être garder la boîte au cas où ils n'ont pas livré le bon modèle ou il y a un problème avec l'ordinateur. D'accord. Deux petites questions. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de boîtes comme ça? Pour l'instant, non. Et ça coûte combien en fait à l'envoi? Ça coûte plus cher? Pour l'instant, il n'y a pas... il n'y a que cette taille? Il n'y a que cette taille. D'accord. Dans le futur, évidemment, il y aura d'autres tailles, ça c'est évident. Et pour l'instant, on ne se focalise pas sur le marché consommateur. On se focalise vers les entreprises et les partenaires. Pourquoi? Parce que la production de notre ligne de production, qui est sur Sainte-Luce-sur-Loire, a une capacité de 100 000 box par an. Alors juste pour donner une comparaison, il y a 100 millions... il y a 100 milliards de box qui tournent chaque année, donc évidemment c'est tout petit. Et au niveau de demande, déjà, on a 1700 sociétés passées qui, juste en France et en Allemagne, qui veulent travailler avec The Box. Donc évidemment, on a des demandes dans les millions. Pour l'instant, c'est le B2B, mais après, ça sera le B2C. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Lemort. Merci. Living Packets, très belle innovation française. Et c'était notre rendez-vous Tech Care. Allez, on va terminer avec Jordan tout de suite.
La story de Jordan Cosino. Bonjour Jordan. Bonjour, comment ça va? Monsieur Jordan Écoutez, tout va bien? Pourquoi ça t'est inquiet? Parce que j'étais avec Nicolas Lelouch. Et vous savez, quand il est là, c'est pour qu'on réponde à des questions. Je sais que vous l'avez pas beaucoup vu. Le petit Nico, c'est vrai qu'on Si le tu voit veux pas dire beaucoup bonjour, en ce Nico. moment. Il est là. Bonjour à tout le monde, je me manquais. Voilà, ça Il fait est vraiment longtemps. trop sympa, ce Bah ouais, Nico. il est toujours disponible. Mais Il vraiment. était là il y a 5 minutes. Je sais. Comment Bon, je il te a fait laisse. pour rentrer dans le téléphone, là? Ah bah c'est la technologie, C'est la c'est fou. technologie. Incroyable. Ah, ça qui est Non, beau, si j'appelle d'accord. Nico, c'est parce que vous savez, j'aime bien répondre aux questions. Enfin, il aime bien y répondre et moi j'aime bien les poser. Donc vous nous avez posé des questions sur le hashtag Je veux savoir. Je lui ai donné et ça a donné une belle session de questions-réponses. Formidable. Riche en amour et en émotion. Je vous laisse découvrir ça. Mais ça va être terrible. Il y a toutes les options. Regardez bien. Comment ça va, vous? On se retrouve pour un nouveau Je veux savoir, le hashtag, le fameux, tout le monde nous l'envie. Toujours en compagnie du seul, de l'unique, que tout le monde nous envie aussi, Nicolas Lelouch. Quelle Bonjour. émotion. Bonjour Jordan, merci. On est parti, première question. Et on rentre dans le dur, il y a Laurent qui nous pose une question qui va un peu t'agacer, je pense. Ça va t'énerver, j'espère que ça va t'énerver. Pourquoi la rédaction semble privilégier certaines marques au détriment d'autres? Évidemment que ça nous tend, parce que c'est des accusations dont tous les médias sont sujets, malheureusement. Et en fait, ce qu'il faut vraiment réaliser, et je comprends que vous êtes peut-être utilisateur d'une marque et on a dit quelque chose de mal sur cette marque et ça vous a pas plu. Mais il faut réaliser que sur toutes les vidéos, on nous dit qu'on est soit payé par la marque en question, soit on a été payé par le concurrent. Ça marche pour Apple, pour Samsung, pour Xiaomi, pour Oppo. Je fais une vidéo sur Xiaomi. Des gens disent, vous encensez toujours Xiaomi, vous êtes trop gentil avec eux. Et d'autres disent, oui, vous êtes vraiment méchant avec Xiaomi, vous préférez Oppo. Pas du tout. On essaie vraiment de faire le travail avec le plus de neutralité possible. Et c'est valable pour tout. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous savez, on avait fait un comparatif 5G il y a quelques temps sur 01net. Et il se trouve que 01net appartient à Altis Media, qui est un groupe qui est lié justement à SFR. Sauf que j'ai pas SFR qui me dit quoi faire, qui me suit. J'ai pas Patrick Drahi au téléphone qui me dit ce qu'il faut faire dans mes tests. C'est normal de se poser des questions. Il faut douter tout le temps. Mais il faut aussi nous faire confiance. On essaye de faire notre travail avec le plus de neutralité possible. Et on a personne qui nous dit quoi faire. Et heureusement, et c'est ce qui fait la beauté d'une rédaction. Et sachez quand même qu'à chaque fois qu'il y a un contenu sponsorisé, c'est indiqué. Que ce soit sur une vidéo YouTube ou sur un article, à chaque fois c'est mentionné. Il n'y a pas de truc caché, évidemment. Une précision sur ce que tu dis aussi, les journalistes de la rédaction, donc je pense Adrien qui fait beaucoup de vidéos, moi, Pierre Fontaine, on fait jamais de contenu sponsorisé. Donc déjà ça vous pouvez l'éliminer. Nous c'est un refus systématique là-dessus et on touche pas à ça. Donc là rassurez-vous sur ce point-là. Nouvelle question, il y a Johan64420 qui nous demande Realme, est-ce que c'est bien pour le prix? Je dirais même que c'est même pas que ça vaut vraiment le prix, c'est que ça vaut beaucoup plus que ce que le prix indique. Le rapport qualité-prix chez Realme est exceptionnel. Franchement, c'est des excellents produits. Aujourd'hui, voilà, si les prix sont cassés, c'est parce qu'il n'y a quasiment pas de marketing, il n'y a presque pas de pub, ils sont très peu présents chez les gros revendeurs. Donc ça fait partie de ces marques dont on a déjà parlé dans une précédente émission qui sont un peu confidentielles. C'est-à-dire que vous les connaissez parce que vous aimez les nouvelles technologies, mais votre grand-mère ne connaît pas Realme et ne risque pas de connaître Realme tout de suite. Et si ça venait à être le cas dans le futur, il y a de grandes chances que Realme augmente ses prix. Pour l'instant, si vous cherchez un smartphone et que vous avez un petit budget, chez Realme sur le segment dans les 300-400 €, vous avez vraiment du top du top. Nouvelle question, Alilou Alilou qui nous demande est-ce que vous préférez l'iPhone 12 Pro Max ou bien le nouveau OnePlus 9 Pro? Téléphone assez différent et surtout, je pense que la communauté capable d'acheter, d'hésiter entre les deux, c'est 1% en fait de leur clientèle respective. Les gens qui vont acheter l'iPhone 12 Pro Max ne veulent pas d'un OnePlus et les gens qui veulent acheter un OnePlus ne veulent pas d'un iPhone. Donc déjà là-dessus, la question, la comparaison, elle est toujours un petit peu difficile. C'est pas le meilleur exemple OnePlus parce qu'il y a plein de lacunes chez les produits OnePlus. En fait, le problème de OnePlus depuis quelques années, c'est qu'ils font un petit peu du sous-Oppo. Et donc, on va se retrouver avec performance monstrueuse, écran monstrueux. Par contre, le dos est un petit peu moins beau. Ça, après, c'est un détail. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est au niveau de l'appareil photo. Chez Oppo, c'est excellent, extrêmement complet. Chez OnePlus, ça reste un petit peu bancal sur certains aspects. Donc, j'ai quand même tendance à penser que sur ce point précis, l'iPhone est un téléphone plus polyvalent, plus complet, même si voilà, il y a moins de RAM, il y a plein de choses que l'iPhone n'a pas, mais l'expérience globale est meilleure. Si on m'avait demandé de choisir entre l'iPhone et le Oppo ou l'iPhone et le Galaxy S21 Ultra, je me serais plutôt tourné du côté de l'appareil Android. Autre question de Mathéo RSU. Quel est le meilleur opérateur? Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, mobile et fixe? Ça, je pense que ça dépend de ta région, non? Ça me paraît cohérent. Alors ça dépend, ça dépasse. Oui, c'est ça. Ça dépend évidemment de la région et c'est ce qu'on avait constaté avec notre grand comparatif 5G, c'est que c'était pas celui qui avait le plus d'antennes, qui avait la plus grande couverture, donc qui était celui qui offrait le meilleur réseau. Donc ça, le mieux, ce que je peux recommander à cette personne, c'est d'acheter tous les forfaits. Pas loin, mais c'est pas loin de ma recommandation. C'est de dire qu'aujourd'hui en France, on a l'avantage d'avoir
avoir des forfaits pas chers et sans engagement. Donc j'ai envie de vous dire, vous prenez un mois chez Soch, vous changez, vous allez chez Red, vous changez, vous allez chez B&You et partout dans les endroits où vous allez le plus, que ce soit votre lieu de travail, à la maison, chez votre famille, vous regardez en fait si vous captez partout avec un opérateur et vous gardez celui-là. Moi, vous savez, j'ai longtemps été niçois et l'opérateur que j'avais à Nice n'est pas le même que celui que j'ai à Paris parce que j'ai remarqué que c'était mieux à Nice et que c'était un petit peu moins bien à Paris. Donc il y a quelques différences comme ça, donc ça dépend vraiment des gens, donc le mieux c'est d'essayer. Même si de manière générale, Orange couvrira un peu mieux. De manière générale, Orange est celui qui s'en sort le mieux dans toute la France et la 4G d'Orange est un réseau d'une stabilité vraiment remarquable. Écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. C'est quelques petites questions. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le hashtag Je veux savoir en dessous de la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, partout. Enfin, Pinterest, on n'y est pas encore, mais partout. Et puis, Nicolas se fera un plaisir d'y répondre. Merci à toi d'avoir pris le temps. Merci à toi, Jordan. Et puis, check du coude. Check du coude, parce qu'on respecte les gestes barrières. À très vite. J'aime beaucoup cette séquence, j'ai appris plein de choses. C'est vrai? Ah oui. Notamment quoi? Que Nicolas met les belles chemises Le hashtag Je Ça, veux on savait savoir. déjà. Donc, alors bien sûr, continuez à poser vos questions. Avec plaisir. Tu récupères les plus sympas. Je mets ça dans ma hotte. Et de temps en temps, allez, Nico dose. sur le canapé, tu l'accroches. Bizarre cette phrase. Mais oui, Nico passe sur le canapé. passe sur le canapé. Bon, aussi autre chose. Oui. L'autre programme qu'on retrouve sur 01net et 01 TV sur la chaîne que tu animes toutes les semaines, c'est Take a Break. Oui, un plaisir. Un plaisir tous les vendredis, à peu près vers 18h, quand Voilà. on est carré. C'est ton traitement de l'actu à ta ça. façon. Oui, c'est ça, qui est un peu différent du vôtre, qui est un peu moins, on va dire, moins sérieux, moins protocolaire. Mais je pense qu'on en apprend plus sur C'est les vrai qu'on dos. est très protocolaire. Mais le take a break, ça sera plus court, ça dure 3 minutes, c'est vraiment un shot. Vous voyez, je Ben parle ouais, un peu voilà. vite. Mais c'est une autre manière de voir des actus, parfois certaines sur lesquelles on Puis ne c'est serait pas arrêté. vertical, c'est filmé. C'est ça, ça change c'est un pour le petit peu. mobile en fait. C'est ça, exactement. Mais on le met aussi en télé, comme ça, s'il y en a des personnes qui veulent découvrir le programme, au moins ça permet à tout le monde de le découvrir. Eh bien voilà, je vous rappelle avant de nous dire au revoir que on se retrouve pour un Clubhouse exceptionnel avec Jérôme pour l'enregistrement du nouveau chez Jérôme et François. On va tester, vous savez qu'on aime bien tester des trucs, Ouais. on met dans une grosse marmite, on rajoute des trucs, on tourne comme ça, on touille. Des fois ça explose, des fois ça marche pas, des fois ça marche. Donc là, Clubhouse pour Vendredi. le prochain chez Jérôme et François. Vendredi 19h. Vendredi 23, Vendredi donc, 23 avril, voilà. 19h, oui. On sera là et puis si vous n'assistez pas à ce Clubhouse, c'est pas grave, il sera enregistré et on le transformera en vrai podcast. Ce sera notre podcast d'avril chez Jérôme et François, tout simplement. Voilà, on vous a tout dit. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. Merci d'avoir suivi 01 Hebdo. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite et portez-vous bien. Salut à tous.